Bon, alors, je suis en compagnie à présent de Gérard Mordillat, qui est venu à Toulouse pour Billy the Kick, mais pas parce qu'il en est l'interprète, mais parce qu'il en est le réalisateur. Quoique je dis souvent, on demande à quelqu'un, on dit à quelqu'un vous n'en êtes pas l'interprète, et en fait il fait une petite apparition, mais je crois quand même que vous faites pas d'apparition dans le film. Non, là on ne voit pas dans le film. J'ai fait ça une fois dans Vive la Sociale et c'est une fois pour toutes, je ne referai plus ça. Au fait, bonjour. Bonjour. Alors après Vive la Sociale, Billy the Kick, encore un film d'auteur qui va être balancé comme un film de divertissement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tant que je ferai des comédies, je ne serai pas pris au sérieux, mais bon, dans 20 ans, on me tressera des couronnes. J'accepte cette situation avec philosophie. Simplement, je fais le cinéma que je crois devoir faire. Et c'est vrai que j'ai l'intention de faire des comédies avec une ambition plus grande que simplement faire, disons, des bouffonneries. Mais je pense, en vous posant cette question, je pensais au cas de Bertrand Blier, c'est-à-dire que lui, au moment de Buffet Froid, on a présenté son film comme une vulgaire pantalonnade, alors que c'est pas du tout ça, et depuis, il n'arrive pas à trouver son public. Vous n'avez pas peur de perdre les gens qui aiment aller voir le cinéma d'auteur au profit de gens qui vont y aller pour la franche rigolade et qui seront décontenancés par le produit que vous apportez ? Question pernicieuse, je suis désolé. Non, vous citez Bertrand Blier, qui est un ami dont j'aime beaucoup le cinéma et je crois qu'il apprécie aussi mon travail. Je crois que les termes, quand on fait un film, on ne se pose pas la question en fait du public de façon aussi particulière que vous la posez. C'est-à-dire que je crois que les publicitaires se posent la question de cible à toucher. Et tout, quand on fait un film pour le plus grand public que ce soit. Et moi, j'ai l'intention et l'impression de faire des films pour un très grand public. Alors, comme dans tout spectacle, à mon avis, il y a plusieurs degrés de lecture. J'ai eu des expériences avec Billy the Kick de projection publique, pas de projection pour la presse, avec des spectateurs très variés, aussi bien des enfants que des gens très âgés, enfin un mélange de population formidable. Et j'ai vu comment, au fond, le public réagissait bien à ça, comment on pouvait rentrer dans le film, se faire prendre par la main et puis accepter de danser avec moi. Et donc, je ne pense pas du tout me couper de ça, et je pense que un public plus cinéphile ou un public plus amoureux du cinéma pour le cinéma, il trouvera aussi largement son compte. Donc non, je n'ai pas l'impression de me couper d'un public, au contraire, j'ai l'impression de pouvoir m'élargir, de pouvoir trouver sans cesse un public plus large. Et pour ce qui est de Bertrand Blier, je ne crois pas qu'il soit tellement coupé de son public. Pourtant, si on voulait clore sur ce sujet, avant de parler de Billy the Kick, on peut dire que Blier a perdu son public, il n'en a pas de public. Non, ces deux derniers films n'ont pas fait peut-être de grands succès publics, mais je pense que ce sont les aléas de la création. On ne fait pas un succès à chaque fois. Et le problème d'un auteur comme Bertrand Blier est de continuer son œuvre et non pas... Alors, à par moments, on rencontre, et je sais que Bertrand a un grand souci de ça, de trouver aussi le plus grand public possible. Mais citez-moi en France un cinéaste qui a un public. Citez-moi un. Qui, comme cinéaste, amène des gens sur son nom? Dites-moi un nom. Maurice Pialat. Je ne suis pas d'accord. Depuis 2 films avec 2 sujets différents, il a amené chaque fois le public. Oui, mais je trouve que faites un film de Pialat et je veux dire, si ça se trouve le prochain fera pas un strapontin. Tavernier. Peut-être Tavernier, oui. Oui, peut-être l'un et l'autre, oui, d'accord. L'âge de pierre, mais si c'est l'âge de pierre, c'est Zabou. Alors dans Billy the Kick, vous prenez les acteurs à un autre niveau de ce pourquoi ils sont pris d'habitude, que ce soit Francis Perrin, que ce soit Zabou par rapport à sa dernière prestation, que ce soit Dominique Lavanant qui a un rôle un peu... Enfin, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a des petites allusions qui sont assez fines. Est-ce que c'est pour vous la volonté de... pas de briser, mais de modifier l'image de certains acteurs? C'est important, c'est la base de votre travail avec les acteurs. Je crois que c'est essentiel pour un cinéaste d'inventer ses acteurs, c'est-à-dire de faire que, quels que soient les acteurs avec qui on travaille, ils n'apparaissent pas dans un film comme ils sont apparus dans les films précédents. En tout cas pour moi. Alors moi j'aime beaucoup les acteurs, je pense qu'en France c'est un pays où il y a énormément de très bons acteurs, et il y a en même temps qu'il y a tous ces très bons acteurs, il y a une masse aussi importante de conformisme épouvantable qui fait qu'on veut condamner les gens dans ce terme affreux qui est de dire il y a des emplois.
Pour moi, il n'y a pas d'emploi, il y a justement des capacités à jouer des choses, il y a des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Simplement, je m'applique à ce qu'ils soient dans mes films comme ils sont nulle part ailleurs. Ce qui est le cas pour Francis Perrin, pour Lonsdal, pour Zabou, pour tous ceux que vous avez cités. Alors vous avez fait un film complètement personnel qui ne m'a pas laissé indifférent, loin de là. Et moi ce que j'aimerais savoir c'était quelle est la part dans les dialogues, vu que je n'ai pas lu le roman de Monsieur Vautrin, quelle est votre part dans l'écriture des dialogues? J'ai gardé de Vautrin un certain nombre d'inventions lexicales, le tobozo, Truquet ma vieille, ultimatum qui existaient dans ça, et sans ça j'ai réécrit l'essentiel des dialogues. Et j'ai été aussi aidé par William Shakespeare pour le rôle que joue Michael Lonsdale. Puis l'allusion à Mururoa est complètement faite dans l'actualité. À un moment, il y a un protagoniste qui arrive sur la droite de l'écran et qui dit « c'est Mururoa ». À mon avis, la meilleure réplique du film. Oui, je veux dire, le cinéma se nourrit du présent et donc il faut s'en nourrir quotidiennement. Alors le film a été tourné en quelle période de l'année? 85. Ça a été tourné au mois de juin, où il faisait très beau, heureusement, puisque j'avais l'idée d'avoir une image très définie avec une grande profondeur de champ, et donc il fallait le soleil, et le soleil était là, comme quoi tout est bien organisé. Là, la technique, c'est important pour vous. Il y a des plans qui n'ont pas dû être des parties de plaisir à tourner. C'est important pour vous d'arriver à être un littéraire, c'est-à-dire à faire des dialogues qui soient bien écrits, qui votent patte, et en même temps de manier la technique du cinématographe. Je pense que c'est la base même du cinéma. Autant il faut inventer ses acteurs, en même temps il faut inventer son cinéma. C'est-à-dire que je souhaite que les spectateurs qui vont voir Billy the Kick sortent de là en se disant « j'ai jamais vu ça avant ». Comme moi, en tant que spectateur, quand je vais au spectacle, je veux être surpris, je veux être choqué, je veux être ému, je veux être secoué. Mais je ne veux surtout pas retomber devant une chose que j'aurais déjà vue, parce qu'à ce moment-là, en tant que spectateur, je me sens volé. Ce que je veux, c'est une chose qui me surprenne à chaque instant. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'inventer des images que les spectateurs n'ont pas vues chez d'autres cinéastes. Alors la technique est importante, mais elle n'est importante pour moi que pour servir, pousser, exalter le jeu des acteurs. Parce que tout ce que je peux faire à la caméra n'est que pour rendre plus perceptibles les subtilités du jeu. Et là, précisément, par exemple, de Francis Perrin, qui avait un rôle très difficile à soutenir. Alors, influence de Blier peut-être, en tout cas non pas influence, mais vous faites partie d'une école qui est pas très à laquelle il pourrait faire partie, de Blier pour les dialogues. J'ai pensé à Jean-Pierre Mocky aussi dans l'utilisation des grands ensembles et puis dans l'utilisation de certains gros plans de visages pas très sympathiques. C'est quelqu'un dont que vous aimez bien, Jean-Pierre Mocky? Mocky, moi j'aime beaucoup son cinéma, je trouve qu'il filme comme un cochon et qu'il bâcle un peu les choses. Mais il y a une santé chez Mocky, un côté euphorique des films qu'il fait qui me touche beaucoup. Et puis par exemple Michael Lonsdale qui a tourné avec moi avait fait au début de la carrière de Mocky quelques apparitions fantastiques, notamment dans Les Snobs. Et donc je trouve très bien qu'on pense à Mocky en voyant Billy the Kick. Et bon, quant à Blier, on en a parlé, je pense qu'effectivement c'est le cinéaste français dont je me sens le plus proche, mais sans doute parce que lui aussi écrit par ailleurs des romans et fait des films. Alors, Vive la sociale était loin de vous quand vous avez tourné Billy the Kick, ou est-ce que vous en avez gardé les acquis, changé les erreurs éventuelles? Non, moi je ne suis pas un cinéaste qui se retourne sans cesse sur ce qu'il a fait. J'ai fini Vive la sociale, après j'ai tourné un film pour la série noire pour TF1 qui s'appelait Pas de vieux os, et j'ai enchaîné directement avec Billy the Kick, et j'avais entre-temps publié 2 livres, donc Vive la sociale c'était très loin. Simplement, quand même, comme je ne suis pas totalement idiot, j'ai essayé de ne pas refaire ce qui me paraissait des choses les moins réussies de Vive la sociale. Je pense que bien que la notion de progrès dans l'art soit une notion extrêmement influente, je crois qu'on peut quand même au moins essayer de ne pas refaire ce qu'on pense de moins réussi. Simplement, je voulais garder, il y avait une piste dans Vive la sociale qui à mon avis a été poussée très loin dans Billy the Kick, c'est sur l'utilisation de la couleur comme une utilisation dramatique ou comique, en tout cas expressive de la couleur, et pas simplement comme décoration. Vous aimez les comédies musicales? J'aime beaucoup les comédies musicales, oui, j'en ai vu beaucoup. Je pense que c'était un grand genre du cinéma. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de refaire des comédies musicales comme le faisait la MGM. Parce qu'il y a des parties dansées, et dans Vive la sociale et dans Billy the Kick. En plein milieu du film, il y a des parties dansées qui, à la limite, n'auraient pu ne pas se concevoir et qui sont... C'est un amour de ce genre pour vous? Ou c'est pour placer le disque? Non, c'est tout simplement que... C'est vrai, là je vais vous raconter dans le livre,
le rôle que joue Zabou, donc la femme de l'inspecteur Chapeau que joue Francis Perrin, dans le livre de Jean Vautrin, elle se prostitue. Moi, je n'ai aucun fantasme sur la prostitution et je trouve que ce n'est pas très intéressant et ça tirait le film vers le passé, alors que moi, je voulais au contraire le pousser vers le futur. Simplement, comme il fallait que la femme de l'inspecteur ait un langage propre, comme chacun des personnages, un langage, la petite fille a son langage, la Vanant ne parle qu'à travers des appareils, Lonsdale parle anglais. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose. Tout naturellement, j'ai pensé à la chanson, parce que c'est vrai à la fois en hommage aux comédies musicales, mais aussi par goût personnel, parce que j'aime beaucoup le chant, quoi. Enfin, quand je dis le chant, je ne pense pas simplement aux grands airs d'opéra, mais plus prosaïquement au rock'n'roll. Et je trouvais que c'était une chose très bien, et en plus, c'était aussi l'occasion de saisir quelque chose du présent, et cette musique, elle est quelque chose du présent qui me touche et que j'avais envie de garder dans le film. Francis Perrin, c'est un acteur qui, au fond de lui, il a ce délire que vous passez dans vos films, ou est-ce qu'il a fallu quand même avoir un dialogue auparavant avec lui pour lui dire on va faire quelque chose qui est différent de ce que tu fais d'habitude? Non, Francis Perrin est quelqu'un d'incroyablement modeste, et j'avais été très frappé dans les films qu'il a réalisés lui-même, et d'ailleurs je lui en avais fait la remarque. Il a tourné 3 films comme réalisateur, scénariste et interprète principal. Sur ces 3 films, il n'y a qu'un seul gros plan de lui, et vraisemblablement parce que comme c'est un plan dans un refuge montagnard, et à mon avis il y a un gros plan parce qu'il n'y avait pas suffisamment de recul pour pouvoir filmer l'autre actrice qui était avec lui à ce moment-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que Francis, en tant que réalisateur et en tant qu'auteur, était quelqu'un qui toujours ouvrait la porte aux autres acteurs et faisait la place aux autres. C'est très curieux, parce que si on compare avec Barbara Streisand, elle, au contraire, le seul film qu'elle a réalisé, il n'y a pas un plan où ça ne soit pas elle, et quand il y a un autre acteur, il est de dos ou dans l'ombre. Oui, bon... donc il y a cette chose-là. Et moi j'avais le souvenir de Francis Perrin dans On s'est trompé d'histoire d'amour de Bertuccelli, où il tenait un rôle dramatique de façon éblouissante. Et j'ai immédiatement pensé à lui pour faire le personnage de Chapeau, parce que je savais que ça serait un rôle très physique, il y avait des exploits physiques à faire, pas des galipettes comme Belmondo, mais quand même des choses très physiques à faire. Enfin, il y avait des courses difficiles, il y avait des passages de murs, il y avait des sauts, il y avait un truc. Et puis il me fallait surtout un acteur comique. Pourquoi ? Parce que les acteurs comiques, et c'est pas une découverte, sont forcément les acteurs qui ont le plus grand registre. Pourquoi ils ont le plus grand registre ? Parce qu'ils ont le rire en plus. Et donc je voulais partir pour l'inspecteur Chapeau d'un personnage de flic au départ à la limite caricaturale, c'est-à-dire enfermé dans les conventions de son métier, pour aller jusqu'à quelque chose qui me paraissait l'enjeu du rôle, c'est-à-dire un personnage totalement pathétique, troublé, qui ne sait plus ce qui lui arrive ni ce qu'il va devenir. Et donc je trouve que, d'une part, ça s'est merveilleusement passé avec Francis Perrin, et en plus il réalise là une très grande performance d'acteur. Alors je sais qu'il y a aussi un tas de préventions, parce qu'en France il y a un académisme qui veut que quand quelqu'un fait quelque chose, on peut toujours voir faire la même chose. Là on va voir Francis Perrin faire quelque chose d'unique, de fantastique, et qui à mon sens restera comme performance d'acteur, quel que soit le succès du film. J'ai l'impression que vos acteurs, pour revenir à Jean-Pierre Mocky, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire que... C'est ça, vous parlez de Francis Perrin qui a fait quelque chose de fantastique. Souvent, des acteurs qu'on voit dans des films bien conformistes, chez Mocky, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez, tout ce qu'on fait, quoi qu'on fasse et tout ce qu'on fait n'est que, en tout cas pour moi, que pour servir les acteurs. Moi, je n'imagine pas, je ne mets pas en place un plan pour me faire rigoler ou pour me faire plaisir, mais pour essayer de rendre au maximum ce que peut faire un acteur. Alors je pense que les acteurs le sentent, que les acteurs se sentent à la fois dans une position de défi, parce que souvent les choses sont difficiles à faire, et en même temps totalement aimées, et par moi et par l'équipe technique qui m'entoure et qui participe puissamment à cette création. Et donc je crois que, en tout cas pour moi, ça serait difficile de faire. Je sais qu'il y a des cinéastes qui aiment tourner avec des acteurs qu'ils détestent. Moi, c'est tout le contraire. Il faut que j'aie de l'admiration et de l'amour pour les gens pour arriver à bien les filmer. Sans ça, je n'y arriverai pas. Vous avez l'impression d'avoir fait le orange mécanique du film comique français ? Voilà un beau compliment. Eh bien, j'espère l'avoir fait. Oui, j'espère avoir fait au moins ça, oui. Mais c'est comme ça vous surprend pas, ce que je vous dis, c'est que vous y aviez pensé. Non. Oui. Truqué, ma vie. Non, simplement, bon, Kubrick a cette caractéristique que je donnais comme étant celle, pour moi,
fondamentale du cinéma, c'est un grand inventeur d'images. Un grand inventeur d'images. Vous sortez d'un film de Kubrick en ayant dans la tête les plans qu'il a réalisés, les lumières qu'il a montrées, et aussi, bien entendu, le jeu des acteurs. Mais bon, alors, toute modestie mise à part, oui, je serais très heureux d'avoir fait Orange Mécanique du film comique, quoi. Il y a une petite poursuite à la hache dans votre film, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, mais c'est pas non plus aussi référentiel que vous le croyez. Non, c'est simplement parce que c'était un bon instrument pour faire cette poursuite-là. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, à part le cinéma et la littérature? Eh bien, quand le cinéma ne m'intéresse plus, j'écris, et quand je n'écris plus, je tourne. Je pense que je suis profondément engagé dans ça, et que c'est vrai que ma vie, elle est essentiellement d'écrire et de faire des livres. Mais à part ça, bon, si je m'intéresse aussi, je suis curieux de beaucoup de choses. Je suis un grand lecteur de journaux et je m'intéresse à énormément de choses. Je m'intéresse forcément à la musique, je m'intéresse au sport, je m'intéresse à un tas de trucs, quoi. Mais ce qui est ma vie, c'est écrire. Et écrire soit au cinéma ou écrire des livres. Vous me donnez 3 titres de films qui vous ont bien plu cette année? Cette année, alors j'ai vu des choses qui m'ont vraiment plu. Il y a eu Brasil, que j'ai trouvé un film vraiment magnifique. Il y a eu Port-Royal, qui m'a fait aussi vraiment beaucoup rire. Et j'ai trouvé d'une méchanceté extraordinaire et d'un humour extraordinaire. Et puis, dans ceux que j'ai vus très récemment, il y a Rouge Baiser de Vera Belmont, que j'ai beaucoup aimé pour des raisons plus affectives, et notamment parce que, en fait, toute l'action de Rouge Baiser, historiquement, se situe dans l'appartement que j'habite, qui était l'appartement des parents de Vera Belmont. Donc c'est un film de famille qui m'est allé droit au cœur, et qui me semble appartenir à ce moment-là, au fond, à ce qui était Vive la sociale ou ce qui était Les lendemains qui chantent de Jacques Fanstein. Vos 2 films, finalement, sont des regards un peu d'enfant sur la vie d'adulte. C'est important pour vous. Vous avez l'impression d'avoir laissé une partie de vous il y a 20 ans et qui vous regarde encore, qui vous observe en tant qu'adulte. C'est pas ça, c'est surtout que j'aime beaucoup filmer les enfants. Et non pas, j'aime pas filmer les enfants tels qu'on les filme ordinairement au cinéma, c'est-à-dire des chérubins blonds et souriants. Vous remarquerez que dans mes films, les enfants ne sourient presque jamais. Julie Berthe, ça a été une grande discussion avec les producteurs, ne sourit pas une fois dans Billy the Kick, parce que ce qui me frappe beaucoup dans l'enfance, c'est la gravité, la concentration, le sérieux, la capacité à jouer avec un engagement absolu, les jeux quotidiens de la vie. Alors ça me touche beaucoup. Et puis il y a un mystère, au fond, notamment chez les enfants de 11-12 ans, qui est... alors je ne sais pas, il faudrait peut-être que je m'allonge sur le divan pour savoir pourquoi, mais qui me touche profondément, qui est quelque chose, et c'est vrai que dans mes romans, il y a eu aussi des personnages d'enfants très développés, très importants, très essentiels. Dans le prochain film que je veux faire aussi, dans Toi nous, eh bien, on verra aussi un personnage d'enfant. Au fond, je pensais en rigolant que si j'arrive à faire Toi nous tel que je veux le faire, entre Vive la sociale, Billy the Kick et Toi nous, c'est-à-dire à travers quelque chose qui se passe dans les années 60, c'est-à-dire Vive la sociale, quelque chose qui se passe dans les années 1990, qui est Billy the Kick, et quelque chose qui se passe en 1905, qui sera Toi nous, j'aurais fait une espèce de trilogie sur l'enfance, et peut-être que là, je pourrais enfin tirer un trait sur ce truc-là. Alors Gérard Mordillat, dernière question subsidiaire pour notre émission qui s'appelle L'âge de pierre. Quel est le premier plan et quel est le dernier plan de votre film? Le premier plan de mon film, c'est un plan très difficile à faire, où on voit Francis Perrin courir de 30 mètres et s'arrêter pile dans un petit ray de lumière d'1 centimètre, ce qui était un exploit physique éblouissant. Vous avez qu'à essayer de courir de 30 mètres et de vous arrêter sur 2 centimètres, et en plus de jouer la comédie. Et le dernier plan du film, c'est un plan de Julie Berthe, la petite fille du film, qui ferme les yeux et sur ses paupières, il y a écrit « The End », la fin. Gérard Mordillat, je vous remercie. À bientôt, peut-être pour votre 3e film, que vous allez tourner quand? Que je vais tourner à la fin de l'année prochaine pour des raisons climatiques. Et je suis content de voir que ce 3e film ne dépend pas du succès ou non de Billy the Kick. On dépend toujours plus ou moins du succès, mais au fond, j'ai moi tout à fait confiance sur ma capacité à faire encore un film de plus. Merci, au revoir. Au revoir.